Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Paul Lafargue. Paul Lafargue est un journaliste et homme politique français, né en 1842. C'était le gendre de Karl Marx. Il était marié à sa deuxième fille, Laura. Comme Marx, Lafargue était un militant socialiste. Il a passé de nombreuses années à diffuser l'œuvre de Marx. Et on le connaît surtout pour un petit essai qu'il a publié en 1880 et qui s'intitule « Le droit à la paresse ». C'est un essai qui a beaucoup marqué les esprits, en raison d'abord de son style, très satirique, très irrévérencieux, mais il a aussi marqué les esprits pour des raisons de fond. Car c'était la première fois qu'un militant socialiste critiquait de manière aussi radicale ce qu'on appelle la valeur travail. La plupart des socialistes ne critiquent pas le travail, ils critiquent l'exploitation des travailleurs. C'est pas la même chose. Ils critiquent le fait que le travail soit au service de la classe capitaliste. Autrement dit, ce que critiquent la plupart des socialistes, c'est l'organisation du travail. Le fait qu'il soit une source d'inégalité. Alors que pour Lafargue, le problème est plus profond. Il ne s'agit pas seulement de critiquer l'organisation capitaliste du travail, il s'agit de critiquer l'idéologie du travail. Le fait que le travail soit considéré comme une valeur. Au point que les travailleurs eux-mêmes prônent la valeur travail. Ce que nous dit Lafargue, c'est que le travail n'est pas une valeur, qu'il n'est pas une vertu, mais qu'il est d'abord une souffrance. Je vous renvoie ici à l'étymologie du mot travail, tripalium, qui en latin désigne un instrument de torture. Donc, le projet de Lafargue, ça va être de montrer en quoi le travail constitue une malédiction, c'est le mot qu'il emploie, c'est-à-dire en quoi il n'est pas vecteur d'épanouissement, mais au contraire, vecteur de souffrance et même de dégénérescence. Alors, avant d'entrer dans l'analyse du livre de Lafargue, dont je rappelle que c'est un livre satirique avec une grande part de provocation, donc on ne va pas l'analyser comme un traité philosophique, on va plutôt essayer d'en dégager les axes de réflexion. Mais avant ça, j'aimerais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la conception qu'avaient les socialistes du travail. Le socialisme, c'est une notion qui englobe un large éventail de doctrines, mais il y a néanmoins quelques principes de base. Le premier principe, c'est la propriété collective, ou en tout cas la propriété collective des moyens de production. Concrètement, ça veut dire qu'être socialiste, c'est être pour que les entreprises n'appartiennent pas à un propriétaire privé, à un individu particulier, mais qu'elles appartiennent aux travailleurs qui la font fonctionner, selon l'idée que sans les travailleurs, l'entreprise ne peut pas fonctionner, et qu'il n'y a aucune raison que ce soit le propriétaire de l'entreprise qui s'enrichisse sur le dos des travailleurs. La propriété collective des moyens de production, c'est donc ce qui met un terme à l'exploitation, puisque le but n'est plus de faire un maximum de profit, mais de fournir des biens et des services utiles à la société. Il existe une version moins radicale de cette idée, c'est la propriété publique. La propriété publique, c'est quand l'entreprise n'appartient pas directement aux travailleurs, mais à l'État. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de socialistes qui critiquent la propriété publique, justement parce que l'État, c'est pas les travailleurs. On trouve cette critique, par exemple, chez les anarcho-syndicalistes. Les anarcho-syndicalistes sont pour l'autogestion, parce qu'ils se méfient de l'État, de la tendance intrusive de l'État, en clair parce qu'ils estiment que l'État est une instance de contrôle. Donc, premier principe du socialisme, la propriété collective. Deuxième principe du socialisme, qui va de pair avec le premier, l'égalité. Plus précisément, l'égalité sociale. Parce que l'égalité en soi, ça ne veut rien dire. Les êtres humains ne sont pas égaux. Il y en a des plus forts et des plus faibles, des plus adaptés et des moins adaptés. L'égalité sociale, c'est ce qui consiste à tendre vers une égalité des droits et des moyens de subsistance, à réduire les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, à donner plus à ceux qui ont moins et moins à ceux qui ont plus. Le principe d'égalité implique donc
l'idée d'une compensation. Raison pour laquelle, au lieu de parler d'égalité, il serait en fait plus juste de parler d'équité. L'équité, c'est l'harmonisation des inégalités. C'est la formule popularisée par Marx dans le programme de Gotha, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Il y a un dessin que vous trouverez facilement sur Internet qui illustre la différence entre l'égalité et l'équité. On y voit 3 personnes, une grande, une moyenne et une petite, qui passent la tête par-dessus une clôture pour regarder un match de baseball. Et pour les aider à mieux y voir, on leur a donné une caisse en bois, pour qu'ils puissent se surélever. Sauf que le plus grand des 3 n'a pas besoin de cette caisse. Il est suffisamment grand pour pouvoir voir par-dessus la clôture. Le moyen ne serait pas assez grand pour voir par-dessus la clôture s'il n'avait pas la caisse, mais avec la caisse, il y voit. Alors que le plus petit est encore trop bas même avec la caisse. Ça représente l'égalité. On donne à chacun la même chose. Mais sauf qu'en faisant ça, en donnant à chacun la même chose, à l'arrivée, on n'a pas compensé les inégalités. Au contraire, on les a creusées. Sur le deuxième dessin, le plus grand a donné sa caisse au plus petit, qui maintenant en a 2, et qui donc peut voir par-dessus la clôture. Le moyen, lui, a toujours sa caisse. Résultat, tout le monde peut voir le match. Ils sont égaux en résultat, tout en étant inégaux en distribution des ressources. C'est ça l'équité. L'égalité par la compensation. Donc, propriété collective, égalité, et enfin, 3e principe, l'épanouissement humain. Le socialisme vise l'épanouissement humain. Alors vous allez me dire, oui mais tout le monde vise l'épanouissement humain. C'est pas propre au socialisme. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune idéologie politique qui prône le malheur et la souffrance. Même le libéralisme prône l'épanouissement humain. Oui, c'est vrai. Mais la différence, c'est que dans une vision libérale, dans une vision capitaliste, si on veut être tout à fait précis, l'épanouissement passe par l'enrichissement. Et le travail, c'est le moyen d'accéder à l'enrichissement. Alors que pour les socialistes, l'épanouissement ne passe pas par l'enrichissement. Il passe par le loisir, par le plaisir, par le temps libre. Pour les capitalistes, le temps, c'est de l'argent. Pour les socialistes, l'argent, c'est ce qui nous vole notre temps. Parce qu'une vie dédiée à s'enrichir, c'est une vie dédiée à travailler. Donc c'est une vie dont on ne profite plus. Et ça, c'est important de le préciser parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les raisons pour lesquelles Lafargue critique la valeur travail. Le droit à la paresse, c'est d'abord le droit à l'épanouissement humain. Le droit de se retirer de la machine productiviste pour ne plus être son esclave. Parce que c'est ça la conséquence de la vision capitaliste du travail. L'idée que la richesse ne serait plus un moyen, mais une fin en soi. S'enrichir pour s'enrichir. Et que donc le travail, c'est-à-dire le moyen d'un moyen, le moyen de s'enrichir pour s'épanouir, serait le seul et unique but de notre vie. Mais sauf que la vie ne se résume pas au travail. La vie, c'est aussi avoir du temps libre. Et employer ce temps libre à des activités qui nous rendent heureux. La lecture, le jeu, l'amour, l'art. Toutes ces choses qu'on a hâte de pouvoir faire quand on a fini de travailler. Et c'est là où Lafargue va plus loin que la plupart des socialistes, à savoir qu'il ne prône pas seulement le loisir, mais la paresse. Quelle est la différence ? La différence, c'est que le loisir repose sur l'activité, tandis que la paresse repose sur l'inactivité. Le loisir, c'est aller se balader en forêt, c'est jouer au bowling, ou faire un tour de moto. La paresse, c'est ne rien faire. Étymologiquement, loisir, ça vient de liquere qui veut dire ce qui est permis. Le loisir, c'est une permission. Une permission de faire ce qu'on a envie de faire. Tandis que paresse,
pigritia, c'est la répugnance à l'effort. Donc loisir ne veut pas dire paresse, et paresse ne veut pas dire repos. Puisque le repos, c'est justement ce qui fait suite au travail. Le repos, c'est l'inactivité qui permet de renouveler notre énergie, de la restaurer, avant de se remettre au travail. C'est pour ça que, dans une logique capitaliste, le repos n'est pas opposé au travail. Le repos est intégré au travail. Le travailleur, c'est une énergie renouvelable. Pour en terminer sur la distinction loisir, paresse, repos, bien sûr que Lafargue exagère quand il réclame un droit à la paresse. C'est volontaire. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons tellement incorporé la logique du travail, la logique de l'épuisement par le travail, que nous en avons oublié que la finalité de l'existence, c'est le bonheur. Pas l'effort, pas la productivité. Nous avons oublié que la finalité, c'était nous. Et que si le travail est effectivement nécessaire, il ne l'est que pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et tout l'objet de sa critique, c'est de dire que les travailleurs se sont laissés corrompre par l'idéologie du travail. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour Lafargue, ce qu'on appelle la valeur travail est en réalité une invention des capitalistes pour pouvoir mieux exploiter les travailleurs, pour leur faire croire que le travail est nécessaire à leur épanouissement, alors que les premiers bénéficiaires du travail, ce ne sont pas les travailleurs, ce sont ceux qui les exploitent. Facile de prôner la valeur travail quand on s'enrichit sur le travail des autres. Facile de prôner la valeur travail quand on n'est pas concerné par le travail. C'est ça, le piège capitaliste. Avoir fait passer pour une valeur ce qui correspond en réalité à un besoin du capitalisme. Le besoin de produire toujours plus pour accumuler toujours plus. Il faut ici rappeler la signification du mot prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui ne possède rien d'autre que sa force de travail. Le prolétaire, c'est donc la batterie de la machine capitaliste. Une batterie qu'on recharge, c'est le repos. Une batterie qu'on remplace quand elle est hors service, quand elle est littéralement morte. Vous voyez tout ce champ lexical. Hors service, qui ne sert plus. Inopérante. Opéra, c'est l'œuvre en latin. Œuvre au sens de travail, comme quand on parle d'un maître d'œuvre, et qui a donné ouvrier. Quand une batterie marche, elle fonctionne. Elle remplit sa fonction. Quand on l'utilise, elle s'épuise. Et une bonne batterie, c'est une batterie qui tient longtemps. Tout ça pour dire que ce que dénonce Lafargue, c'est la tentative de faire passer le travail pour une valeur positive, alors qu'il s'agit objectivement d'un levier de la domination. Et c'est là qu'on retrouve le discours de Marx sur l'aliénation idéologique du prolétariat. Autrement dit, sur le fait que l'idéologie de la classe dominante, en l'occurrence de la classe capitaliste, c'est l'idéologie qui profite aux capitalistes. L'idéologie du travail, c'est donc l'idéologie qui permet de faire travailler les prolétaires sans avoir besoin de les contraindre. Puisque l'idéologie permet le consentement. Quand vous persuadez quelqu'un que telle chose est bonne, quand il finit par être intimement convaincu que cette chose est bonne, il va la faire de lui-même. Vous n'aurez plus besoin de lui imposer. C'est ça, la force de l'idéologie. La force de la représentation. Pour Lafargue, la valeur travail, c'est la clé de voûte de l'idéologie capitaliste. Puisqu'une fois que le travailleur croit à la valeur travail, il consent au travail. Autrement dit, il consent à sa propre exploitation. La première phrase du droit à la paresse résume tout le propos de Lafargue. Je cite : « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie, c'est l'amour du travail. » Fin de citation.
Pourquoi c'est une folie? Parce que le travail, nous dit Lafargue, est la cause d'une dégénérescence physique et intellectuelle. En un mot, le travail nous détruit. Et pourtant, nous dit Lafargue, les travailleurs aiment le travail. Autrement dit, ils aiment quelque chose qui les détruit. Il y aurait donc, selon Lafargue, un masochisme prolétarien. Un jouir dans la douleur, pour reprendre l'expression de Dany Robert Dufour. La question qui se pose, c'est de savoir d'où vient ce masochisme. Autrement dit, comment l'amour du travail a-t-il réussi à coloniser autant les esprits, y compris de ceux qui en souffrent? La réponse de Lafargue, c'est que la valeur travail est défendue par les 3 corporations qui façonnent l'opinion. Ces 3 corporations sont les économistes, les moralistes et les prêtres. Les économistes, ça on l'a vu tout à l'heure, la glorification du travail est leur métier, en particulier du travail des autres, puisque plus les ouvriers travaillent, plus les propriétaires s'enrichissent. Donc quand les économistes disent que le travail mène à la prospérité, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il mène à la prospérité des bourgeois. On peut penser ici à Adam Smith, économiste libéral du XVIIIe siècle, qui célèbre la prospérité des nations par le travail et par le marché libre, mais qui ne remet jamais en cause le principe de l'exploitation. Donc, premier défenseur de la valeur travail, les économistes. Deuxième défenseur de la valeur travail, les moralistes. Lafargue remarque que les moralistes font eux aussi l'éloge du travail, non pas tant parce qu'il engendrerait la prospérité, mais parce qu'il permettrait de corriger les vices. Le travail ferait de nous des gens plus droits, plus honnêtes, plus raisonnables. Il nous détournerait des passions. Comme le disait Nietzsche, le travail est la meilleure des polices. Parce qu'il nous épuise de nos forces et parce qu'il nous détourne de la révolte. La morale du travail, on la trouve déjà chez Voltaire, lorsqu'il écrit « Le travail éloigne l'homme de 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » On peut pas être plus clair. Donc ça, c'était pour la deuxième corporation qui défend la valeur travail, les moralistes. Troisième défenseur de la valeur travail, les prêtres. Alors les prêtres, c'est intéressant parce que dans son livre, Lafargue s'amuse à dire qu'en promouvant la valeur travail, les prêtres vont à l'encontre de ce que dit leur religion. Il dit que si on suivait vraiment les prescriptions bibliques, on ne devrait pas prôner le travail, mais qu'on devrait prôner la paresse. Par exemple, il dit que Dieu prône le droit à la paresse parce qu'il a créé le monde en 6 jours et qu'ensuite, il s'est reposé pour l'éternité. Bon, on sait que c'est pas exactement ça qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour et qu'il a sanctifié le 7e jour comme étant le jour du repos. Donc on est plutôt dans de la provocation ici de la part de Lafargue, puisque précisément dans le christianisme, la paresse est condamnée. La paresse, c'est l'un des 7 péchés capitaux. Dans la Genèse, Dieu ne dit pas à l'homme « Passez vos journées à dormir ». Il dit « Soumettez la terre, croissez et multipliez ». Et quand Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, leur punition, c'est l'obligation du travail. Il dit à Adam « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Dans la Bible, il est écrit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché ?» Donc on n'est pas vraiment dans l'éloge de la paresse. Et d'ailleurs, si on veut aller encore plus loin, le christianisme est fondé sur une distinction entre l'ici-bas et l'au-delà, et l'ici-bas, autrement dit la vie terrestre, c'est une vie faite de souffrance. C'est une vie faite de douleur, d'épreuves et de corruption. Nous sommes les enfants du péché originel, donc de la culpabilité. Et la souffrance,
c'est le prix à payer pour racheter notre culpabilité. Et donc dans notre inconscient collectif, même si nous ne sommes plus officiellement dans un pays chrétien, nous restons en partie programmés par des générations et des générations d'inculcation de la morale chrétienne. Et donc d'inculcation de l'idée que nous sommes tous des pécheurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. Quelqu'un qui a grandi avec une forte culpabilisation familiale, il va pas s'en libérer le jour où il va partir de chez ses parents. C'est quelque chose qui marque, en profondeur. Et donc il n'est pas du tout absurde de considérer que nous sommes culturellement conditionnés à accepter notre souffrance, voire à la légitimer inconsciemment. Et pour rester dans le thème de la religion, et du rapport entre religion et travail, le protestantisme, c'est une religion qui non seulement prône la valeur travail, mais qui également justifie théologiquement le capitalisme. Je vous renvoie à ce sujet au livre de Max Weber, L'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme, qui permet de comprendre pourquoi les pays anglo-saxons, pays protestants donc, ont été les premiers à développer le capitalisme. Il y a des raisons culturelles à ça. Parce que le protestantisme contient l'idée que le fait de s'enrichir par le travail, c'est une manière pour Dieu de récompenser les élus. Il y a même un nom pour ça, ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Et l'évangile de la prospérité enseigne que le fait de s'enrichir est un signe d'élection divine, tandis que la pauvreté serait le signe d'une punition divine. C'est quelque chose de réel. Et c'est ce qui fait que dans une logique protestante, gagner beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Parce que ça permet d'aider son prochain. Parce que plus on gagne d'argent, plus on fait marcher l'économie. Plus on crée de l'emploi. Donc on participe à la maximisation du bien-être. C'est l'argument utilisé par Peter Singer, l'inventeur de l'altruisme efficace, quand il dit « Le meilleur moyen de faire le bien sur Terre, c'est de gagner beaucoup d'argent. » Alors nous, en France, nous sommes de tradition catholique. Donc on n'aime pas trop ce genre de discours. On est davantage porté sur la culpabilisation, sur l'effort désintéressé, que sur l'enrichissement. L'argent en France, c'est un peu tabou. Mais aux États-Unis, pays protestant, c'est pas du tout tabou. Parce qu'aux États-Unis, il y a une culture de la réussite matérielle qui trouve son origine dans l'éthique protestante. Donc chaque culture a ses particularités, chaque pays a son propre paradigme, mais ce que nous dit Lafargue, c'est que le paradigme capitaliste a besoin de la valeur travail. Et que ce soit par l'argument de la prospérité, par l'argument de la morale, ou par la culpabilisation chrétienne, les capitalistes ont trouvé le moyen de faire adhérer les prolétaires au dogme du travail. Et une fois que les prolétaires adhèrent au dogme du travail, ils travaillent sans qu'on ait besoin de les contraindre. C'est ça l'aliénation. Le droit à la paresse a été publié en 1880. Et il y a une origine à ce texte. C'était une réponse au livre d'un autre auteur socialiste, Louis Blanc, qui s'intitulait « Le droit au travail ». Louis Blanc n'avait pas des idées aussi radicales que Lafargue, il était moins marxiste, plus réformiste, mais c'était quand même, si vous m'autorisez cette appréciation, un vrai socialiste. C'est quelqu'un qui a créé les ateliers sociaux, qui devaient permettre l'auto-organisation des travailleurs. C'est quelqu'un qui était pour la nationalisation des banques, pour le crédit à taux zéro pour les associations, pour une assurance d'État. Bref, Louis Blanc, c'était pas un jaune. Ce n'était pas un socialiste de façade. Et pourtant, il y a un désaccord fondamental entre Lafargue et les socialistes comme Louis Blanc, qui est que pour Lafargue, les socialistes défendent beaucoup trop le travail. Pas pour les mêmes raisons que les capitalistes, mais ils le défendent quand même. Au nom de quoi est-ce qu'ils le défendent ? Ils le défendent au nom de la dignité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout bêtement que si vous n'avez pas de travail, vous ne gagnez pas d'argent. Et si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas vivre décemment. Les inactifs, les improductifs, vivent dans des conditions matérielles fortement dégradées, parfois contraints à la mendicité, voire
à l'illégalité. Ne pas avoir de travail au XIXe siècle, ce n'était pas la même chose que ne pas avoir de travail après 1958, quand a été créée l'assurance chômage. On ne touchait pas d'allocation. On ne touchait pas le revenu minimum d'insertion. Donc pour les socialistes comme Louis Blanc, le travail n'était pas vu comme une malédiction. Il était vu au contraire comme un moyen de vivre dignement. Ça permettait de ne pas mourir de faim ou de froid dans la rue. Et c'est là qu'est née, historiquement, la revendication d'un droit au travail. Le droit au travail, c'était le droit d'avoir un emploi pour pouvoir survivre. Mais sauf que ça, pour Lafargue, c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'en réalité, la richesse existe. L'argent existe. Et où est l'argent ? Il est dans les mains des capitalistes. Ces mêmes capitalistes qui exploitent les travailleurs. Donc, techniquement, ceux qui ne travaillent pas pourraient recevoir de l'argent. Il suffirait de le prendre aux capitalistes. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès de l'industrie, avec la mécanisation, les coûts de production sont beaucoup plus faibles. Et des coûts de production plus faibles, ça signifie des bénéfices plus importants. C'est mathématique. Alors, d'où vient le problème ? Eh bien, le problème, il est très simple. C'est l'égoïsme de la classe capitaliste. C'est son besoin d'accumuler toujours plus. C'est son hubris. L'hubris, c'est un mot grec qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie antique et qui désigne la démesure. L'hubris, c'est l'excès. À un niveau qui en devient pathologique. Parce qu'il entraîne une incapacité à la modération. Une incapacité à la limitation. Lafargue cite des auteurs grecs dans le droit à la paresse, et il rappelle cette idée très épicurienne, qui est que si la mesure de notre consommation était le besoin, simplement le besoin, il n'y aurait pas d'exploitation. Parce qu'il n'y aurait pas de désir d'accumuler plus que ce qu'il nous faut pour survivre. Le besoin ne connaît pas l'excès, par définition. Donc si on se contentait de consommer ce dont on avait besoin, réellement besoin, le capitalisme n'aurait pas lieu d'être. La productivité n'aurait pas lieu d'être. Donc quand Lafargue critique le travail, ce qu'il critique en arrière-plan, c'est l'hubris. C'est la pathologie de l'accumulation, qui entraîne la pathologie de l'exploitation. Dans une société non capitaliste, dans une société qui n'est pas atteinte par l'hubris productiviste, on n'exploite pas l'être humain. On n'en fait pas un outil au service de l'accumulation. Et d'ailleurs, on n'exploite pas non plus la nature. On lui prélève seulement de quoi satisfaire nos besoins. C'est ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs qui, à proprement parler, ne travaillaient pas. Ils travaillaient bien sûr au sens où la chasse, c'est un travail. Au sens où construire un abri et l'entretenir, c'est un travail. Mais ils ne travaillaient pas au sens où le travail n'existait pas en dehors de la satisfaction des besoins. Avec la révolution agricole, on est passé de l'ère du prélèvement à l'ère de l'exploitation. On produisait au-delà du besoin. Ça avait un intérêt. L'anticipation. L'anticipation de l'hiver. L'anticipation de la sécheresse. L'anticipation du manque. La révolution agricole, c'est le moment où l'homme cigale devient homme fourmi. Il cultive. Il fait des provisions. Il stocke. Mais il souffre. C'est l'angoisse du lendemain qui a engendré la folie productiviste. Et c'est cette folie dont les travailleurs payent encore le prix de nos jours. Alors il y a quand même chez Lafargue une manière de parler des travailleurs qui peut nous sembler gênante. Gênante au sens où il exprime un certain mépris pour les travailleurs. Et ça, c'est un paradoxe intéressant. C'est un paradoxe intéressant parce que dans les courants socialistes, on a l'habitude de caresser les travailleurs dans le sens du poil. On a l'habitude de considérer les travailleurs comme des victimes, comme les victimes du capitalisme. Les capitalistes sont les dominants. En tant que dominants, ce sont eux qui ont le pouvoir.
Les prolétaires n'ont pas le pouvoir, et donc s'ils sont exploités, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont les victimes, et on ne culpabilise pas les victimes. Lafargue a un point de vue beaucoup moins complaisant. Pour lui, les travailleurs sont en partie responsables de leur exploitation. Ils en sont même les complices. On rejoint ici la position de la Boétie, la servitude volontaire. Lafargue ne cite pas la Boétie, mais certaines de ses phrases semblent avoir été écrites par la Boétie. Exemple, je cite, « Les prolétaires ont livré aux barons de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leurs foyers domestiques. De leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes. Les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures, tendre les chines et épuiser leurs nerfs. De leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. Honte aux prolétaires. » Fin de citation. Donc vous voyez que ce qui caractérise le discours de Lafargue, c'est l'antidémagogie. La démagogie, c'est le fait de défendre le peuple pour le flatter, pour éventuellement récolter ses suffrages. La démagogie, c'est dire, par exemple, que récurer les toilettes publiques n'est pas une activité dégradante, que ça peut même être une activité épanouissante. Ce que tout le monde sait être faux. À commencer par ceux qui le font. Mais qu'on s'oblige à penser parce qu'on croit qu'en disant ça, on défend les travailleurs. L'antidémagogie, c'est de dire que récurer les toilettes publiques, ce n'est pas épanouissant. C'est avilissant. C'est de dire que tout travail, et a fortiori, tout travail bénéficiant non pas au travailleur, mais à celui qui l'exploite, est un asservissement. Une négation de notre humanité. Et donc ça donne des phrases du genre « honte au prolétariat français ». Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste à un grec des temps héroïques pour concevoir un tel avilissement. Donc quand on lit ça, on pourrait se dire que Lafargue n'est finalement pas vraiment du côté des travailleurs, mais qu'il n'est qu'un petit aristocrate anarchiste, une sorte de contemplateur de la misère, de poète de la misère, qui ne dénonce le pouvoir que pour l'esthétique. Eh bien, c'est pas aussi simple. Si on veut comprendre le mépris que Lafargue affiche envers les prolétaires, envers ceux qui se soumettent à l'exploitation capitaliste, il faut garder à l'esprit que Lafargue souhaite une révolution prolétarienne. Et, en bon marxiste, il pense que la révolution prolétarienne aura lieu quand les travailleurs auront accédé à la conscience de classe. La conscience de classe, c'est le fait d'être conscient d'appartenir à une certaine classe sociale, de ne pas se voir simplement comme un individu ou comme un citoyen du monde, parce que ça, ce sont des mots creux, ce sont des mots abstraits. Le prolétaire n'est pas juste un individu, il est le membre d'un sujet collectif qui s'appelle le prolétariat. Et ce prolétariat a un rôle historique, celui de renverser la classe capitaliste. Et le jour où tous les prolétaires seront conscients d'être les membres d'un sujet collectif, le jour où ils seront conscients d'avoir une mission historique, ils instaureront un rapport de force. Et compte tenu du nombre, compte tenu du fait que les prolétaires constituent l'écrasante majorité de la population, ils sont certains de l'emporter face aux capitalistes. Si tous les prolétaires cessent de travailler, le capitalisme s'effondre. Si tous les prolétaires descendent dans la rue, la police ne pourra pas les contenir. Donc la force du prolétariat, c'est la force du nombre. Mais le nombre ne sert à rien si les travailleurs ne s'unissent pas. Et pour qu'ils s'unissent, il faut qu'ils aient conscience de leur unité. Il faut qu'ils aient une conscience de classe. J'en reviens à Lafargue. Que fait Lafargue quand il manque de respect aux travailleurs? Quand il les traite de soumis? Quand il les traite de fous? Il les provoque. Provoquer, ça veut dire faire venir, faire naître. Lafargue manque de respect aux travailleurs pour provoquer en eux une réaction, pour exciter leur fierté, pour exciter
leur désir de révolte. Quand ils se moquent de leur revendication d'un droit au travail, c'est pour dire qu'au lieu de réclamer du travail, il ferait mieux d'aller piller les magasins. Il ferait mieux d'aller détruire les usines. Autrement dit, il veut les rendre honteux de leur soumission à l'ordre capitaliste. Il veut les pousser à bout. Et quel meilleur moyen d'inciter à la révolte que de pousser à bout? Il y a les socialistes qui font l'éloge du travailleur, qui célèbrent son mérite, qui célèbrent sa force, son courage. Et il y a les socialistes comme Lafargue qui pensent qu'on ne rend pas service au peuple en célébrant la soumission, en célébrant l'acceptation et la passivité. Lafargue pense que pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait refus. Car le refus, c'est le premier pas vers la révolte. Et la révolte, c'est le premier pas vers la révolution. Pour Lafargue, le prolétariat est un lion qui s'ignore. C'est un lion qui s'est laissé maîtriser, qui s'est laissé domestiquer, qui se laisse traiter comme du bétail. Pour qu'il devienne ce qu'il est, pour que son pour-soi rejoigne son en-soi, il faut que le prolétariat prenne conscience de ce qu'il est. Qu'il prenne conscience qu'il est un lion. Un lion prêt à bondir de sa cage et à dévorer ce qui a cherché à le dévorer, à savoir le capitalisme. Je cite. Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur sang des écuries de Rothschild, servies par une valetaille de Beeman, à la lourde brute des fermes normandes, qui labourent la terre, charriotent le fumier, engrangent la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail. Et regardez ensuite nos misérables servants de machines. Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Mais, assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre « Travaillez, travaillez toujours pour créer votre bien-être ». Et au nom de la mansuétude chrétienne, un prêtre de l'église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie « Travaillez, travaillez nuit et jour. En travaillant, vous faites croître votre misère. Et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. L'imposition légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Travaillez, travaillez prolétaires, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez pour que, devenant plus pauvre, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérable. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, crevant de faim, s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier, avec des figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux. Ils assaillent les fabricants. « Bon monsieur Chagot, doux monsieur Schneider, donnez-nous du travail. Ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente. » Et ces misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout, vendent 12 et 14 heures de travail 2 fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et les philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché. Ces misères individuelles et sociales s'évanouiront comme les hyènes et les chacals à l'approche du lion, quand le prolétariat dira « je le veux ». Mais pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre-penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels,
qu'il proclame les droits de la paresse, 1000 et 1000 fois plus nobles et plus sacrés que les phtisiques droits de l'homme, concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise, qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à feignanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour, la terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Défendre les travailleurs, ça n'implique effectivement pas de défendre le travail. Mais la question est de savoir pourquoi travaille-t-on ? Est-ce qu'on travaille parce qu'on n'a pas le choix ? Est-ce qu'on travaille pour engraisser ceux qui nous exploitent ? Ou est-ce qu'on travaille parce que le travail fait partie de l'essence de l'homme ? C'est ce que pensait Marx. Pour Marx, le travail est le propre de l'homme. Parce que contrairement à l'animal, quand l'être humain travaille, il crée quelque chose consciemment. Ce qu'il crée existe dans son esprit avant d'exister dans le monde matériel. Par le travail, l'homme façonne la nature à son image. Il sculpte dans la nature son propre visage. Le travail, c'est la matérialisation de notre conscience. Et par cette matérialisation, nous modifions la nature qui nous modifie en retour. Quand l'homme transforme le monde, il se transforme lui-même. Et c'est ce va-et-vient permanent entre le monde et la conscience qui fait de nous ce que nous sommes. Reste à savoir à quoi conduit cette transformation. Est-ce qu'elle conduit à l'asservissement de la nature, à son épuisement, ou est-ce qu'elle conduit au contraire à prendre conscience que, sans la nature, nous ne sommes rien ? Je vous remercie.